n'est plus à jour. Bah écoutez, au niveau des actualités, allons-y. On a des nouvelles du fondateur de Telegram. Souvenez-vous, dans l'émission de dimanche dernier, le fondateur de Telegram avait été arrêté en France. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Monsieur Macron s'est justifié en disant que c'était pas une décision politique, que c'était une décision judiciaire et que voilà, il y a la séparation des pouvoirs, donc Macron n'a rien à faire là-dedans. Il y a d'autres gens qui ont contesté ça. Bon, toujours est-il que le CEO de Telegram, il n'est pas en prison ferme, il a pu payer une caution de 5 millions et il peut pas quitter la France. Il doit se présenter au commissariat 2 fois par semaine et il est inculpé pour différentes accusations, voilà, liées à de la complicité, pour tout ce qui va être terrorisme, blanchiment d'argent, pédopornographie sur son réseau, manque de modération, mauvaise déclaration au niveau de la cryptologie. Alors ça, c'est un truc de malade que je comprends pas. Si j'ai bien compris, en 2021, il chope la nationalité française de manière exceptionnelle pour service rendu à la nation. À l'époque, il était déjà patron de Telegram. Et là, on lui dit, frérot, t'as Mais pas du coup, déclaré... quel service rendu à la nation déjà? Bah déjà, on ne le sait pas. Ça, pour te répondre, on ne sait pas exactement. Donc déjà, c'est une magouille entre lui et l'État. On lui dit, tu n'as pas respecté les déclarations de cryptologie. Donc si j'ai bien compris, quand tu as un service en ligne, site web qui fait de la vie privée, et ben en gros, tu dois déclarer auprès de l'État quel type de cryptographie tu utilises. Par exemple, messagerie chiffrée de bout en bout, etc., etc. Tu le fais pas, tu peux te faire tomber dessus. Et ça, je mets ma main à couper, quasiment personne ne le fait. À part les gigabit groupes qui ont des bureaux absolument partout, avec des petites gadgets et des gens qui sont vraiment à fond sur la loi et qui veulent absolument que tout soit carré et qui sont payés pour ça. Je pense que c'est pas du tout le cas de Telegram. Il doit avoir un budget modération qui est beaucoup plus léger et du coup, c'est pour ça qu'il s'est fait attaquer. Donc, pas plus d'infos. Le patron de Telegram ne s'est pas exprimé depuis. D'ailleurs, il a quitté le palais de justice de manière très discrète. Son avocat, bien entendu, conteste les accusations portées. Je pense que c'est une affaire qui va durer très longtemps. Il va rester en France très très longtemps. Et la finalité, elle est difficile à donner. Je vous mens pas. On entend un petit peu tout et son contraire. Moi, je pense que ça peut bien se passer pour lui, mais comme ça peut mal se passer. En fait, il y a un truc que je comprends pas. Alors déjà, disclaimer les gars, son parcours il est vraiment très intéressant, sa vision elle est très intéressante, ce qu'il a accompli et tout, c'est vraiment très intéressant. Je suis un utilisateur de Telegram, il n'y a rien à dire. Mais je ne comprends pas comment, genre d'un coup, les gens le défendent comme si c'était leur daron, alors que t'aurais eu un Zuckerberg, je suis pas sûr que t'aurais eu nécessairement la même position d'un point de vue purement particulier, audience, etc. Et l'autre point, c'est que factuellement, s'il se passe vraiment des dingueries sur Telegram et que l'État peut pas faire son job et qu'il y a vraiment des folies qui se passent dessus, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire quand même, tu vois? Parce que c'est le sujet. qu'à ce moment-là, c'est vraiment, tu vois, la cour des miracles. Ouais, je suis d'accord. Je suis pour une liberté d'expression, etc. Mais au bout d'un moment, s'il y a vraiment des actes terroristes qui sont coordonnés ou de la pédophilie, etc., il doit y avoir des choses. Alors, de là à interdire l'application, on est d'accord, ça ne doit pas arriver. Mais il doit y avoir quand même, je sais pas, des process ou des protocoles ou des choses qui peuvent être mises en place pour éviter des situations qui sont un peu critiques, quoi. Le sujet, c'est ça, frérot, tu l'appliques à tout. C'est un petit peu comme en politique, les clivages gauche-droite. Tu vas avoir d'un côté les grands défenseurs de la vie privée qui considèrent qu'en fait, toute modération sera forcément abusive et que du coup, il vaut mieux laisser les choses telles quelles, mais ça laisse aussi entendre accepter certains trucs qui sont absolument dégueulasses, comme la pédopornographie. Ou alors, il faut une modération, et tu le sais aussi qu'on va aller toujours plus loin dans la modération, et où est la limite dans la modération? Et tu vois, tu faisais le parallèle avec Zuckerberg, Facebook, on le sait, Facebook, ça a été une machine à bannir des comptes, à censurer, à ce que tu veux. On a d'ailleurs le président de Facebook, Mark Zuckerberg, qui nous a dit récemment que, il regrettait ce qui avait été fait à l'époque des élections et à l'époque du Covid, etc., où ils ont été poussés par l'État américain à censurer même des posts qui étaient cyniques, tu vois, vis-à-vis de la politique Covid. Donc en fait, tu as les deux tableaux. Et donc la défense, elle se fait qu'aujourd'hui, si tu veux, Internet à l'époque, tu as connu Twitter il y a très longtemps avec moi, il n'y avait pas de modération. On était des singes, frérot. Ça s'insultait à tour de bras. Il y avait du harcèlement, machin, on rigolait comme des débiles. Tu joues à Call of Duty en ligne, c'était pareil. Tu gagnais une game, t'insultais le mec en face, machin, il n'y avait pas de modération. Aujourd'hui, t'insultes des gens, tu te fais bannir ton compte, tu vois. Donc les choses ont changé sur Internet. Il y en a qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Et donc aujourd'hui, les seuls endroits où t'as un peu plus de marge de manœuvre pour dire des choses borderline, ça va être TikTok, Twitter
et du coup Telegram. Et du coup, les grands défenseurs de la vie privée, ils vont prendre parti en disant, bon bah si Telegram tombe, la prochaine c'est Twitter et c'est TikTok, et on pourra plus rien dire sur Internet. Et en fait, plus rien dire, ça veut juste dire tout le monde va devoir se tenir à carreau, comme dans le monde réel. Voilà. Mais du coup, voilà, moi je suis pas. En fait, j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que forcément, si l'État a trop de pouvoir, il risque de faire vraiment des folies. Tu vois, genre Exactement. surveillance de masse, censure, genre orienter les débats, orienter, tu vois, les élections, orienter plein de choses, même genre le mode de pensée, etc. Tu vois, genre c'est un peu, c'est le sujet woke ou pas, Ouais, etc. absolument. Mais en même temps, si tu fais rien, qu'il y a vraiment des choses et qu'il y a d'une certaine manière entrave à la justice, je sais pas. Donc, je pense pas qu'il y a vraiment de bonnes solutions. Mais tout ça pour dire que je pense pas que c'est noir ou blanc. Tu vois, genre, je pense que les gens qui sont trop full liberté avec Telegram, genre, je comprends, moi-même, j'ai envie d'être le plus libre possible, etc. Si vraiment je prévois des actes terroristes et que je les coordonne sur Telegram et qu'ils sont pas, tu vois, j'ai du mal à, tu vois, à me projeter sur des trucs comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, bah, toujours dans le thème de Telegram, cette fois on va parler de Toncoin. Donc Toncoin qui est une crypto-monnaie gérée par la communauté mais qui a été lancée initialement par Telegram et qui aujourd'hui du coup est une blockchain décentralisée, si on peut dire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de validateurs et ça a l'air d'être un gros bourbier à faire fonctionner un validateur. Et bah il est tombé en panne 2 fois. Ce réseau en 48 heures et c'est la première fois qu'il tombe en panne d'ailleurs. Alors on vous avait fait un article sur Toncoin sur Coin Academy. Oula, je sais plus me servir d'un clavier, moi c'est chaud. Et en plus je prends pas le bon nom, excusez-moi. En fait, Ton, c'est un système où tu as une grosse blockchain qui s'appelle la master chain. Ensuite, tu as des sous-réseaux qui s'appellent des workchains. Et en dessous de ces sous-réseaux, tu as les shard chains. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la promesse de base, c'était de pouvoir scaler de manière linéaire en fonction de la demande. Bref, le bullshit habituel du monde des crypto-monnaies. Dans les faits, c'est pas le cas. En fait, tu as une workchain. Donc du coup, dès qu'il a commencé à y avoir un peu de charge sur le réseau il a sauté. Donc apparemment, au bout de 280 transactions par seconde, alors qu'on nous parlait de 55 000 transactions par seconde à l'époque. Alors ça a été un stress test intéressant parce que du coup, en fait, tu as un meme coin, si j'ai bien compris, qui s'appelle Dogs. Enfin, je sais pas si c'est un meme coin ou autre chose, mais... Et en fait, il y a eu un airdrop et puis ça a foutu la chaîne par terre, comme c'est souvent le cas pour faire tomber des réseaux. Hein. Solana, à l'époque, c'était la folie des NFT qui faisait tomber le réseau à outrance et là, c'est pareil. Donc du coup, la promesse n'est pas tenue au niveau du scaling et c'est pas impossible que dans l'état actuel de la chaîne, ça ne retombe pas en panne dans le futur aussi. Donc à prendre en considération. Seulement, ça n'a pas trop tué le prix. Mais en soi, les promesses sont jamais tenues. En soi, tout ce qui est théorique, au final, on n'atteint jamais ça, puisque c'est justement théorique et que c'est juste si le réseau est dans des conditions qui sont très spécifiques, avec peut-être des mises à jour software qui sont même pas en place, etc. Donc, mais ouais, 280 transactions par seconde, c'est vraiment peu. Hein. Donc, c'est pas fou. Et c'est tombé 2 fois en plus, non? Ouais, 2 fois. Du coup, pour moi, ça peut retomber, hein, easy. Hein. Alors, je sais pas comment ils vont gérer la problématique, mais là, il va falloir qu'ils s'activent. Ensuite, on a MakerDAO, la banque centrale décentralisée, qui se rebrand en Sky. Alors, écoutez bien cette information. L'idée, c'est quoi? C'est que ils ont prévu de s'ouvrir un petit peu plus au grand public en proposant des nouveaux produits avec des interfaces utilisateurs plus simples à utiliser. Et donc, ils sont partis dans un rebranding. Donc, ils avaient déjà 2 jetons. Ils avaient le stablecoin DAI, qui est indexé sur le dollar et qui est backé par des real world assets, de l'Ether, etc. Et le jeton de gouvernance Maker. Donc, le DAI continue d'exister, le jeton de gouvernance Maker continue d'exister, mais tu vas pouvoir convertir ton jeton Maker en, je crois, 24 000 jetons Sky. Et pour ce qui est de ton jeton DAI, tu peux les convertir en stablecoin USDS. Et là où ça devient intéressant, j'ai pas compris le délire, c'est que le nouveau stablecoin, donc USDS, ajoute une fonction de gel des fonds, comme le fait déjà Tether et l'USDC de Circle. Donc déjà, le côté décentralisé, bah pas trop. On en revient à ce qu'on disait juste avant, la modération. C'est-à-dire que si tu as un État qui vient voir la structure derrière cette banque centrale décentralisée et qui leur dit, je pense qu'il y a un hacker qui a telle adresse, je peux le prouver, machin, voilà, c'est une adresse USDS, eux, ils peuvent geler les fonds. Par contre, cette fonction de gel des fonds,
elle est pas sur le DAI. Mais Donc, le je me DAI, on dis, pourra le continuer d'utiliser. ouais. Est-ce qu'il y aura encore des DAI émis, etc. Ou est-ce que justement Oui. c'est... Alors pour Ok. ce qui est DAI émis, je sais pas. En tout cas, DAI actuel, oui, on peut l'utiliser. Et apparemment, un des fondateurs de Maker a expliqué qu'il y aurait peut-être même un changement de DAI en pur DAI. Bon, en tout cas, je comprends pas le virage qui est pris. Apparemment, tu aurais ce USDS qui serait sur les nouveaux produits et donc tu aurais plus de modération au niveau de ces produits. Mais au final, on comprend même pas l'intérêt parce que tu retrouves exactement les mêmes possibilités que dans de la finance traditionnelle. Donc c'est de la CDFI d'une certaine façon. Je sais pas. Je manque peut-être de nuances dans mon analyse. Je pense que dans tous les cas, il faudra laisser le temps faire. Mais la question du rebranding, pour moi, en soi, enfin pourquoi pas. Enfin, tu vois, Maker, je pense historiquement, ils ont plutôt opéré de façon reliable, tu vois. Genre, enfin, en tout cas, Oui. ils ont pas fait de trucs Oui. bizarres. C'est vrai. C'est plutôt carré. Mais ouais, par rapport au DAI, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui aiment beaucoup le DAI, etc. Et je pense que ça peut vraiment faire un gros FUD et peut-être des gens qui se tirent en fait. Donc affaire à suivre. Mais ouais. Mais en tout cas, le rebranding en lui-même, moi, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Et donc du coup, pour retenir un petit peu les infos essentielles, ces nouveaux jetons USDS et Sky, ils arrivent le 18 septembre, ils sont pas encore sortis. Comme je vous ai dit juste avant, le Dial Maker continueront d'exister, en tout cas dans un temps 1. Et on aura une nouvelle plateforme qui s'appelle Sky Money, qui n'est pas encore sortie et qui proposera apparemment une interface utilisateur un petit peu plus agréable. On va également avoir une nouvelle façon de gérer les sous-DAO avec ces sous-DAO qui seraient appelés des stars aussi, qui pourraient avoir leur propre token et fonctions spécifiques. On verra ce que ça va donner. Je continue ensuite, donc là c'était pour parler des meme coins. Les frais sur Solana collectés ont énormément baissé. On avait eu du coup beaucoup de collecte de frais de par l'activité autour des meme coins sur Solana. Sauf que là, les meme coins, ils sont en train de se péter la figure. Et les meme coins sur Solana se pètent encore plus la figure que les meme coins sur Ether. Tu vois, avec des moins 22, 27, 31, voire 40% en 30 jours. Et donc, pour reprendre le commentaire de tout à l'heure, c'était de Erotic Ape, déjà que Solana émet beaucoup d'inflation par rapport aux revenus qui sont donnés, là, si les revenus y baissent, ça va être encore pire. Mais cette inflation, tu peux la capturer en stakant, non? Oui, bien sûr. Tu peux la capturer totalement en stakant ou pas? Oui, c'est ça. C'est juste que tu vois, comment dire, qu'il y ait beaucoup d'activités sur Solana ou qu'il y en ait peu, d'activités économiques, au final, tu vas quand même avoir énormément d'inflation sur Solana. C'est clairement pas les frais collectés qui vont gaver les validateurs. Ce qui va maintenir les validateurs, qui va les pousser à entretenir le réseau, c'est le fait qu'ils vont toucher de l'inflation et pas forcément des commissions qui sont collectées. Et donc c'est peut-être ça aussi qui se reflète sur le prix du sol, hein, parce qu'il y a cette manie en ce moment d'essayer de regarder les protocoles qui génèrent des revenus. Mais en fait, on clique sur Solana. Ouais. Et ensuite, mets capitalisation boursière et tu mets max. Et tu vois qu'en fait, avec l'émission de jetons, on a déjà fait un ATH en soi techniquement sur la capitalisation, mais pas sur le prix du jeton en lui-même. Donc c'est comme ça que tu vois que l'inflation, elle est... Enfin, c'est comme ça que tu peux visualiser l'inflation d'une certaine manière, quoi. Après, techniquement, si tu stakes, etc., bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, surtout qu'il y a beaucoup de solutions de liquid staking et tout maintenant, mais j'entends clairement l'argument qu'il peut y avoir dans le chat, etc. Voilà. Et par rapport aux subventions, les subventions, elles sont pas infinies. Hein. C'est-à-dire que, oui, la Solana Foundation a un certain budget qu'elle peut à des validateurs pour qu'ils puissent commencer à exister sur le réseau et donc avoir plus de délégations pour ensuite voler de leurs propres ailes et continuer d'exister sans avoir la délégation de la fondation. Mais la fondation, elle peut pas balancer des Solana à tour de bras à tout le monde parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien en trésor. C'est le même sujet comme... T'étais pas là, Léo, mais j'en parlais la semaine dernière. Quand tu vas sur DeFi Llama Treasuries. Alors, t'as pas toutes les trésoreries, mais t'as de nombreuses trésoreries publiques de différents projets sur Ether, dont l'Ethereum Foundation. Aujourd'hui, l'Ethereum Foundation, tu vois, on voit qu'elle a en trésor 676 millions de dollars. Donc déjà, ça dépend bien entendu du prix de l'Ether, parce que leur trésorerie, elle est en Ether, elle n'est pas en stablecoin. Mais cette fondation, elle donne, mais elle récupère quasiment rien. Elle prend des dons à gauche à droite de temps en temps, mais c'est peanuts par rapport à ce qu'elle dépense. Donc à partir du moment où ta trésorerie elle est finito, et en soi c'est pas grave parce que le but de ces fondations-là, c'est d'aider le protocole à justement devenir autonome et se passer à terme de ces fondations. Donc à un moment donné, un jour, tu auras des trésoreries qui seront à sec. Mais si tu t'amuses à brûler tout le cash au bout de 3 ans, alors que ton protocole il est même pas autonome, après t'es fini quoi. En fait, j'ai pas de métriques qui me permettent de vraiment estimer à quel point tu vois c'est gros, parce qu'à chaque fois tu parles justement de ces subventions du côté de Solana, etc. Mais est-ce qu'on a des chiffres? Alors,
pour ce qui est des subventions, on a à peu près des chiffres, je crois, chez Helius qui en parlent. Au niveau, je crois que c'est du supply qu'ils ont, si je dis pas de bêtises. Si on enlève... Alors, je traduis parce que, désolé, il y a un coup de fatigue. Si l'on retire les enjeux de la fondation et qu'on se concentre sur les enjeux en dehors de la fondation, donc ceux qui ne sont pas subventionnés, on constate que 50 validateurs en plus de 100 cas d'enjeux, 184, ok. Non, c'était pas ça que je cherchais. Bon, je me souviens plus, mais c'est expliqué dans ce rapport-là le pouvoir qu'a cette fondation à déléguer. Par contre, je ne crois pas, en tout cas, j'ai jamais trouvé, que tu as les wallets publics de Solana pour savoir combien de pourcents du supply ils ont, quelle est leur capacité à pouvoir payer des grants, c'est compliqué etc. que ça, parce que les validateurs, ils sont assez visibles. Je pense que c'est quand même des grosses transactions, donc je pense que c'est retrouvable assez facilement. Bah, j'ai jamais trouvé, frérot. Alors que mais les jetons, ils les prêtent, ils les donnent pas, non? Oui, là, ils délèguent. Donc ils les donnent pas. C'est-à-dire que tu vois, regarde, tu vas sur Solana Beach, tu peux voir tous les validateurs ici. Et là, par exemple, on peut voir Helius, premier validateur, ils ont 13 millions qui est délégué. Ça veut pas dire qu'Helius a 13 millions sur son validateur. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui leur délèguent et que du coup, voilà. Par contre, je sais pas comment on peut savoir combien eux ils ont. Tu vois, dans ces 13 millions, combien eux ils ont. J'ai pas cette information-là. Mais tu as ce rapport qui explique tout, qui explique justement, tu vois, typiquement, ça c'est très intéressant. Tu peux voir que le top des validateurs, qui pèsent quand même un gros paquet de sol, ne sont pas subventionnés. C'est-à-dire que les top validateurs n'ont même pas le droit d'être aidés par la fondation. Pour pas centraliser le L1, quoi. Et en fait, le champ d'action de la fondation, il est là. Donc, tu as des petits validateurs aussi qui se sont peut-être lancés tête baissée, sans demander d'aide à la fondation, et qui, au final, ont lancé le truc, mais qui font ça à perte entre le matériel, le nombre de sols nécessaires au vote chaque jour, etc. C'est probablement des validateurs qui font ça à perte. Ce que tu veux dire, c'est qu'en soi, la fondation Solana, elle force la décentralisation, quoi. Exactement. Elle assiste la décentralisation. Et tout est expliqué sur leur site. J'avoue que je ne maîtrise pas le sujet de A à Z, mais ils expliquent, tu vois, combien ils peuvent te prêter, enfin te déléguer, pendant combien de temps. Il y a toutes sortes de règles à ce niveau-là. Mais clairement, je crois que c'est à partir du top 78 jusqu'au top 1300. Pas tous les validateurs, mais une grosse partie des validateurs sont assistés par la fondation. Donc on verra. D'un côté, tu vois, nous on aime Solana, on en parle régulièrement, on considère que techniquement c'est sympa. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y en a qui critiquent, il y en a qui soulèvent des problèmes, comme c'est le cas ici en termes de revenus générés versus inflation, etc. Mais avec un marché qui continue de baisser et potentiellement de l'activité qui baisse aussi on-chain, on n'est jamais à l'abri de la catastrophe aussi, c'est important. Après, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein, dans le sens où Solana a quand même réussi à attirer beaucoup d'utilisateurs. Et j'avais moins utilisé Solana récemment, mais avec Phantom et le système où tu peux l'épingler à droite de ton écran et tout, c'est tellement bien foutu. Mm-hmm. Enfin, en fait, le problème, c'est que Solana, en soi, tout le monde utilise le même wallet. Et du coup, genre, t'as une distribution des users, genre, genre, en gros, tout le monde est plus ou moins sur le même wallet. Du coup, c'est moins distribué d'une certaine manière, peut-être moins décentralisé à ce niveau-là. Et du coup, ça peut même créer des problèmes parce que, genre, tout le monde utilise les mêmes RPC, les mêmes trucs. Du coup, tout le monde a les mêmes embrouilles, en même temps, les mêmes problèmes. Mais en soi, l'expérience utilisateur, elle est quand même phénoménale. Phantom, moi, je suis choqué à quel point ils ont vraiment tué le game. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est le wallet par excellence pour un normie. C'est-à-dire que lui, il débarque... il peut top-up avec une carte de crédit, il peut faire ses swaps, c'est super intuitif, c'est beau, etc. Et tu vois, on parle de Rabi, etc. Rabi, c'est super, mais je pense que c'est pas fait pour un normie, tu vois. Pour un normie, vraiment, Phantom, c'est extraordinaire. Phantom, ça passe bien. Et puis tu reçois un airdrop, t'as la petite notif pour dire que tu peux aller avec ton airdrop. Vraiment, t'es assisté, c'est magnifique. Je suis d'accord. Du coup, j'enchaîne. La SEC qualifie les NFT de valeur mobilière, apparemment, et s'apprête à attaquer OpenSea en justice. Alors, pourquoi on dit s'apprête et pas à attaquer? C'est qu'ils ont envoyé un courrier, la fameuse Well Notice, et que du coup, OpenSea se prépare à être attaqué, et donc prépare une défense dans ce sens-là. Je pense qu'on en revient toujours au même. La SEC, elle attaque toutes sortes de nouvelles activités pour challenger les acteurs, pour que les acteurs aient du répondant et que ça fasse des jurisprudences, qu'on construise la loi dans ce sens, etc. La SEC n'a pas grand-chose à y perdre et tout à y gagner parce que très souvent, elle peut récupérer de l'argent si elle gagne partiellement. Elle perd, en vrai, elle peut perdre en crédibilité, elle peut perdre quand même pas mal d'argent, d'énergie, etc. Enfin, pour moi, ils ont quand même à perdre parce que, tu vois, même quand t'es Gary Gensler,
Au final, si à chaque fois que tu attaques un protocole, tu perds, ou une boîte, tu perds, enfin, genre, au final, tu utilises mal l'argent du contribuable, sachant que chaque année, lui, il négocie son budget au Congrès ou au Sénat, enfin, peu importe Ouais, ce que après, c'est. de temps en temps, il fait des sacrés braquages aussi, hein. Quand ça passe, il récupère des millions, voire des Bah, milliards, hein. il récupère 1% de ce qu'il réclame déjà de base. Ouais, bah, c'est ça le prix, hein. Et puis j'ai l'impression qu'il gagne pas parce qu'il a forcément raison ou parce qu'il est fort, mais il gagne plus parce qu'il a. J'ai l'impression qu'il a vraiment le gouvernement derrière lui aussi, tu vois. Ah, mais ça, après, frérot, ça part dans les poches de qui aussi? Ça part dans les poches du Bien gouffre, sûr, hein. Donc, bien sûr. t'inquiète, hein, la boucle, elle est bouclée. Mais en tout cas, enfin moi je suis assez choqué de voir ça parce que quand même les gars, faut se réveiller. Enfin les NFT, la folie qu'il y avait autour des NFT, c'était en 2021, 2022. C'est plus en 2024. Enfin ils ont eu tellement de temps pour les attaquer et ils ont attaqué tellement de personnes et d'entreprises en cours de route que je comprends pas comment aujourd'hui on puisse en arriver là. Tu vois. Genre c'est Je sais pas, c'est mec. tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Franchement ça fait pitié. Bah, en fait, C'est juste là, ils veulent taxer en fait. C'est juste qu'ils veulent Ben taxer oui, et ils, encore ils veulent plus, être toujours plus. ils veulent être sur un maximum de combats, tu vois. Ça l'a été sur les ICO. Après, ça l'a été sur toutes sortes d'acteurs du marché. Là, ça est sur la NFT. La prochaine fois sera peut-être sur les airdrops, hein, frérot. Tous les projets qui ont fait des Les airdrops. airdrops, c'est déjà très très fortement taxé aux États-Unis. Et en plus de ça, maintenant les airdrops, enfin les protocoles essayent de pas rendre les Américains éligibles, tu vois. Donc en fait, en soi, je pense que si t'es américain et que tu t'intéresses aux cryptos, je pense qu'il y a moyen que tu sois un peu malheureux, hein. Parce que même, genre, en soi, de ce que j'avais compris, quand tu touches un airdrop, t'es censé le vendre quasiment instantanément parce que t'es instantanément taxé dessus, en fait. Regarde, Je frérot. crois. Bah, en Ben- soi, en France, c'est relativement la même chose. Bête de message dans le chat, ils ont pas pris 4 milliards à Terra Luna. Ouais, regardez, Terraforms Labs a accepté de payer une amende de 4,47 milliards de dollars à la SEC. Donc des fois, quand ça Bah, passe, avec Binance aussi, hein, avec Binance aussi. à récupérer ouais, je me souviens plus de la somme exacte, hein. Je crois que c'est beaucoup hein, aussi. Ça fait 8 milliards, gros. T'en payes des mecs dans des bureaux, hein, avec 8 milliards. Franchement, le braquage est bon. On peut dire ce qu'on veut, hein. Moi, ça me dégoûte, hein, mais le braquage est bon. Ensuite, donc, Donald Trump lance une 4e collection de NFT. J'ai pas le détail sur quelle chaîne, parce que je crois qu'ils avaient fait du Polygon, du Solana, etc. Avec des tokens à 99 $, des fois à 24 750 $. Je sais même pas s'il a calculé son coût par rapport à l'attaque récente de la SEC. À mon avis, il fait ça pour continuer son espèce de propagande pro-crypto, pour soutenir le projet DeFi de son fils, parce que son fils lance un projet DeFi aussi. Et pour faire un peu de sous, parce que là, typiquement, il faut le savoir que cette collection NFT, elle finance pas sa campagne présidentielle, ça part directement dans ses poches, hein. Donc on est sur une opération de propagande pure et dure. Mais ça m'a fait rigoler, j'avoue. Ouais, toujours ridicule, quoi. Non, mais en vrai, moi, je trouve ça fait pitié, quoi. Mais vas-y, après, c'est la philosophie américaine. Ils sont... De faire pitié ? Non, ils sont beaucoup plus capitalistes que nous, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, etc. Genre, t'as des gens qui sont... je suppose qu'il y a des gens qui sont fans de Macron, qui ont été fans de Hollande, de Sarkozy, qui leur achetaient des pins. Bon, bah là, ils achètent... ou des t-shirts, là, ils leur achètent des NFT. Bon, voilà. C'est réel. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.